Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir si nombreux ce soir à la Fondation Jeantet. C'est avec plaisir que je vous accueille au nom du Conseil de Fondation. Et aujourd'hui, nous avons le professeur Béatrice Schad qui va nous parler de... Il n'y a plus son nom, mais... qui va nous parler des relations entre les médecins et les patients. Mais avant, j'aimerais vous préciser que nous avons donc des conférences très régulièrement et c'est intéressant de voir que nous avons un public de plus en plus vaste. Les dernières présentations étaient par des personnes qui étaient de France, de Belgique, mais bien sûr, nous avons aussi de nombreux talents ici dans l'arc lémanique et en Suisse. Et donc ce soir, le professeur Béatrice Schad qui est à l'Université de Lausanne. Et la prochaine fois, le 25 mars, il y aura le professeur Christian Lucher. C'est pas le Christian Lucher de la politique, c'est un Christian Lucher, neurobiologiste et médecin, qui parlera des addictions. Mais donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Béatrice Schad. Je pense que c'est quelqu'un qui se résume bien professionnellement en 4 mots, qui sont connaissance, compréhension, humanité et action. Et j'aimerais illustrer ça par un parcours qui est vraiment exceptionnel, dans le sens où souvent, surtout, donc moi je travaille à l'EPFL, les étudiants pensent souvent qu'on fait un parcours linéaire, et puis on travaille dans le domaine dans lequel on a fait ses études. Mais je trouve que le parcours de Béatrice montre vraiment comment on peut évoluer dans le temps, et puis évoluer avec sa propre évolution, puisqu'on change au courant de sa vie, de ses intérêts, de ses compétences. Donc elle a d'abord fait un bachelor en sciences politiques à l'Université de Genève. Ensuite, elle est partie faire une formation de journaliste à Lausanne pour travailler à l'Hebdo. Je sais que vous vous souvenez de l'Hebdo, où elle était responsable de la partie culture et sciences. Et donc, ce qui caractérise le parcours de Béatrice, c'est qu'elle ne fait jamais une seule chose à la fois. Donc, je remets mes lunettes pour avoir tout dans l'ordre. Donc, elle était aussi journaliste parlementaire à Berne pour le Nouveau Quotidien. Et vers cette période, au milieu des années 90, elle s'est dit que comment on dit en français, public health, donc la santé publique, c'était un sujet qui l'intéressait beaucoup. Et donc, elle a décidé de faire un master en santé publique à l'Université de Genève, en se focalisant sur la communication, aussi la communication en général, mais en particulier l'information concernant la santé. Et dans l'Hebdo, aux côtés de Adrienne Dayer, elle est devenue vice-éditrice en chef et cette fois responsable de la partie politique. Et ensuite, donc, cet aspect politique, je pense, je ne lui ai pas demandé, mais je pense, l'a fait mûrir. Et donc, elle a décidé de faire une nouvelle formation en santé publique, cette fois à Harvard Medical School, mais en se focalisant cette fois sur la Health Policy and Management. Et avec ce bagage complété, elle est revenue en Suisse et elle a monté au CHUV en 2006, je crois, le service de communication qui est devenu un grand service maintenant, qui emploie 60 personnes. Mais là, à nouveau, elle voulait aller plus loin, évoluer, et elle a décidé de faire une thèse en sciences de la vie. Et donc en 2017, elle a obtenu son doctorat. Et c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser aux relations entre les patients et le milieu hospitalier, et qu'elle a commencé à fonder ce centre de vécu des patients, des proches et maintenant des professionnels, et c'est de ça qu'elle va vous parler. Donc maintenant, elle dirige ce nouveau centre. Elle a quitté le service de communication du CHUV, mais elle est toujours membre du conseil d'administration de la médecine interne et de l'Institut des humanités en médecine. Elle est aussi experte de la Commission fédérale des pandémies et membre de la Fondation ISREC. Elle a obtenu toute une série de prix. Il y en a 2 que j'aimerais mentionner. C'est le European Excellence Award pour le magazine In Vivo du CHUV et pour le meilleur site web, celui donc du CHUV. Et certains d'entre vous ont peut-être déjà lu son livre qui s'appelle Hospitalité de l'hôpital, Inhospitalité, hospitalité de l'hôpital, qui est un livre collectif qu'elle a coordonné. Donc aujourd'hui, elle est là pour nous parler de comment elle a créé un lieu d'écoute pour aussi bien les patients, les proches que les professionnels. Et maintenant, je dois citer mon ami et co-membre du bureau de la Fondation Jeantet,
Béatrice Chad, Taylor Swift de la médiation. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas la haine de Trump contre moi, ce qui est déjà pas mal. Ce qui me différencie de Taylor Swift, c'est le seul point distinctif. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes d'être là. C'est un vrai bonheur de pouvoir vous parler. Ce que tu n'as pas dit, Guizou, c'est que j'ai participé à des journaux, et je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a des journalistes dans la salle, à des journaux qui sont tous morts aujourd'hui. J'espère que c'est pas de mon fait, mais effectivement, voilà, paix à leurs âmes. On les aime toujours. Mais effectivement, je ne vais pas vous parler de journalisme ce soir, mais vous allez voir que ce dont je vous parle est teinté de journalisme, puisque ce qui me passionne depuis toujours, c'est de collecter des témoignages, de collecter des expériences. Et effectivement, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous raconter comment on exploite ces expériences des patients, de leurs proches et des professionnels pour, on l'espère, améliorer la médecine. Alors, je vais commencer par vous raconter cette histoire autour de ce 93%. 93%, qu'est-ce que c'est? C'est ce chiffre qu'on me donne quand je commence au CHUV. Et on me dit, écoute, voilà, il y a 93% des gens qui sont satisfaits du CHUV. Alors, je ne devrais pas nommer cet hôpital, on va dire que je parle d'un hôpital, mais le fait est que depuis que je dis à ce moment-là que je travaille au CHUV, on me dit je vais t'en raconter une bien bonne sur ce qui m'est arrivé au CHUV. Et puis la bien bonne, en général, elle est toujours assez salée. Et effectivement, elle raconte des choses qui sont pas forcément faciles à vivre, d'ailleurs ni pour les uns ni pour les autres. J'insiste beaucoup sur l'approche mutuelle. Ce soir, je vais parler des patients, mais aussi des professionnels. Mais je commence par vous raconter comment est-ce que on s'est dit que les patients avaient des choses à nous dire et qu'on pouvait améliorer les processus grâce à eux. Et puis, effectivement, vous le savez, on construit toujours sur les épaules des géants. Et il y a deux géants dont je vais citer souvent les travaux ce soir, qui sont Rieder et Gillespie, qui sont deux chercheurs de la London School of Economics et qui, comme nous, s'intéressent beaucoup à la plainte. Et disent que les patients, de par la position qu'ils occupent dans le système de santé, voient les blind spots. Qu'est-ce que c'est, ces blind spots? Les blind spots, on les a tous connus quand on conduit. C'est ces angles morts où on pense qu'on voit l'entier du paysage, mais en fait, il y a toute une série d'informations qui nous échappent. Et puis, c'est bien de ça dont je vais vous parler. Je vais vous montrer comment les usagers du système voient des choses qui échappent à d'autres outils de veille de la qualité. Pourquoi ils les voient? Parce que d'abord, et ça c'est aussi Rieder et Gillespie qui le disent, c'est parce qu'ils ont une indépendance dans le système. C'est intéressant de voir qu'ils rapportent des éléments dysfonctionnels qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux que les professionnels voient, simplement parce qu'ils ont cette indépendance, ils vont, ils viennent en dehors et en dedans de l'hôpital. Et puis aussi, ils voient la continuité de la prise en charge et donc ils voient l'avant, l'arrivée à l'hôpital, le pendant et l'après. Pour eux, évidemment, pour le patient, tout ça, c'est un tout. Nous, à l'hôpital, on a tendance à essayer de travailler, d'améliorer la prise en charge dans l'hôpital, mais évidemment, elle a commencé bien avant et elle se perpétue bien après. Et la preuve, donc, c'est Simon. Simon qui part un jour, un dimanche, faire du vélo et il tombe. Il se blesse au bras, il arrive aux urgences et on va lui faire un plâtre, mais un plâtre entier, hein, pas celui que vous voyez ici, mais tout en lui précisant que comme il souffre peut-être d'un problème au scaphoïde, il serait bon qu'il aille voir le centre de la main le lendemain matin où on a des spécialistes du scaphoïde. Et donc, il faut se représenter pour le patient, c'est à peu près à 200 mètres des urgences, donc c'est pour l'interne, pour les professionnels en interne, le centre de la main, c'est une autre entité. On sait que l'hôpital, c'est aussi, pas seulement, mais aussi une petite collection de petits bastions. Et donc, Simon, le lendemain matin, se rend au centre de la main. Et là, on va lui dire, mais mon Dieu, mais qui a eu la mauvaise idée de vous faire un plâtre comme on vous l'a fait hier? Il faut qu'on vous le coupe et on va vous faire un plâtre spécial scaphoïde. Et donc, voilà, il est compliant comme tout patient, donc il voit ce plâtre se faire scier et puis il ressort avec ses deux bouts de plâtre. Et vous imaginez ce qui se passe quelques jours seulement après, c'est-à-dire le jeudi, sauf erreur, il est de retour aux urgences et là on va lui dire « Mais mon Dieu, mais qui vous a scié notre plâtre ?»
Parce que, mais lui, malheureusement, il souffre du coude à ce moment-là. Il n'y a pas que le scaphoïde. Donc, tout ça pour dire que ces choses-là, elles ne font pas partie des 93% de taux de satisfaction. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va raconter dans un questionnaire de satisfaction, mais c'est diablement intéressant pour une direction hospitalière de comprendre qu'il peut se passer cela. Voilà. Comme autre témoin, je vais vous parler ce soir de Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, c'est un homme de 40 ans environ, qui a 2 enfants, qui a un job d'indépendant, qui est marié et qui va dans un centre de loisirs avec ses 2 enfants, et il va faire une chute dramatique sur la tête, dont finalement les ambulanciers qui viennent le chercher lui disent il faut vous préparer au pire, il faut peut-être vous préparer à un handicap extrêmement sévère. On l'amène aux urgences. Et pourquoi je vous en parle, en fait, de Pierre-Antoine, c'est que vous allez voir qu'il parle de ce qu'est la médecine pour le patient. Pierre-Antoine raconte qu'il a des besoins élémentaires qui n'ont pas été considérés. Ces besoins élémentaires, c'est sa peur. Il dit qu'il est extrêmement régressé. Il craint de ne plus jamais marcher, il a extrêmement besoin d'uriner et pendant 16 heures, on ne va pas lui demander s'il a besoin d'uriner, et puis il a soif et on ne va pas non plus lui proposer à boire. Pierre-Antoine parle aussi de l'indisponibilité des professionnels, il va décrire un sentiment profond d'abandon et de solitude qui est en fait assez exacerbé par le fait que quelque chose se passe qui est assez classique dans une prise en charge, c'est que très vite, on va voir que ce n'est pas aussi grave qu'on le pensait, qu'il doit quand même se faire opérer, mais qu'il n'est plus tout à fait dans les urgences de haut niveau. Donc, il va être dans cet entre-deux-mondes, entre les urgences et les étages. Mais néanmoins, il va en concevoir ce sentiment d'abandon et de solitude. Il parle aussi de l'attitude des professionnels, du sentiment d'agacer les professionnels quand ils posent des questions. Il parle d'un manque de considération parce qu'il est immobilisé, il a la tête dans une minerve, il est sur le dos. Et puis, on va lui donner, quand il demande un antidouleur, du Dafalgan en granules qui va le faire s'étouffer. Il parle de l'attitude inadéquate avec les proches parce que sa femme qui vient le voir, qui a été placée les enfants, qui revient, eh bien, elle cherche à comprendre ce qui va arriver à son mari. Et puis, tous les deux souffrent d'informations lacunaires sur la prise en charge. Et enfin, il parle généralement, pour l'entier de la prise en charge, d'un sentiment de déshumanisation. Il se sent comme un objet. À un moment donné, on va le sortir du box dans lequel il est parce qu'il y a d'autres urgences plus graves qui arrivent. Et puis, on va le placer sous un néon. Et donc, dans sa minerve, il souffre et il a le sentiment qu'on ne voit pas ce qu'il vit. Bref, tout ça pour dire que, et j'imagine que ça vous frappe aussi, il ne va pas parler de gestes cliniques, il ne parle pas de technique, il parle de l'environnement de la médecine telle qu'elle doit être aussi pratiquée dans des situations d'urgence. Mais ça pose quand même la question de ce qu'est la médecine pour les patients. Quelle est la définition qu'ils ont de cette médecine ? Et vous voyez que ça rejoint, on a fait donc pour voir de quoi les gens se plaignent et qu'est-ce qui définit la médecine pour eux. On a fait cette étude sur les 250 premières personnes qui sont venues nous raconter leur expérience. Et vous voyez que tout en haut, en tête des doléances, il n'est pas question de gestes techniques, il est question de violence agie ou subie ou d'attitude des professionnels. 4 fois plus souvent que d'erreurs médicales. Quand on a ouvert ce lieu, on s'est dit, mon Dieu, on va avoir énormément de reporting d'erreurs médicales. Mais en fait, ce dont il était question, et je mets cette glace au steak que j'aime bien, pourquoi ? Parce que les gens parlent d'un vocabulaire de la boucherie, en fait. Quand ils parlent du sentiment qu'ils ont à l'hôpital, c'est le sentiment d'être des morceaux de viande, d'être manipulés comme des steaks, de plus être tout à fait des êtres humains. Donc, le petit scoop de l'affaire, c'est que ce Pierre-Antoine, je vous le donne en 1000, c'est quoi sa profession ? Il est médecin. Voilà, donc on a toute une ligne de recherche sur les médecins qui deviennent des patients et la façon dont ils regardent le système une fois qu'ils sont passés de l'autre côté. Donc, Pierre-Antoine va nous accompagner pendant cette présentation. Sur la droite, vous aviez le patron des urgences, Pierre-Nicolas Caron, qui parlera à la fin de la présentation. Ici, c'est 2 minutes de témoignage, juste pour que vous ayez la version orale de son ressenti. Ce que j'ai trouvé complètement désarçonnant dans un hôpital universitaire avec des blocs opératoires qui tournent nuit et jour, un équipement de pointe
je sais plus, 10e, 11e sur le ranking international, etc., c'est qu'on peut arriver aux urgences, passer une nuit aux urgences, 15 heures, 16 heures, sans que les besoins de base d'un être humain soient satisfaits. Donc c'était vraiment boire, faire pipi et ne plus avoir mal. Je suis sorti des urgences avec un besoin d'uriner comme jamais dans ma vie. J'ai passé 16 heures sans qu'on me pose la question si éventuellement je pouvais me débrouiller pour uriner. J'ai de la peine à concevoir quand 3 jours et demi après, on me fait une chirurgie transcervicale à quelques millimètres de ma moelle épinière. Enfin, pour moi, si vous voulez, c'est l'équivalent d'aller sur la Lune. Qu'à l'inverse, on ne soit pas capable de faire en sorte que j'ai un peu moins mal, que je me sente un peu moins angoissé, et que je crève pas de soif et que j'ai pas la vessie à 2 doigts d'exploser en sortant de mon séjour là-dedans. Donc c'est ce fossé en fait que j'ai trouvé en fait insupportable. Voilà, donc ce fossé, c'est bien de ça dont on va parler aussi ce soir. Parce que finalement, je vous ai parlé de la définition de la médecine vue des patients, mais qu'est-ce que c'est que la médecine aujourd'hui vue du professionnel qui est soumis à toutes sortes de pressions, en tout cas intra-hospitalières, des pressions temporelles, des pressions économiques? Ça peut déboucher sur cette citation de ce médecin qui dit à une patiente « Je vais être sincère avec vous, je n'irai pas discuter, je suis là pour soigner ». Donc on voit bien que cette dichotomie, elle est marquée aussi dans les propos des professionnels. Autre citation, ce médecin qui dit toujours à une patiente « Je vais vous dire, d'abord j'agis sur le plan technique, puis je remplis le dossier informatisé, puis s'il me reste du temps, je communique avec le patient ». Donc, on voit bien que les ferments du conflit sont réunis, puisqu'on a d'un côté des patients, même des patients qui sont médecins, qui sont devenus des patients, et qui ont besoin de cette interaction, qui ont besoin d'un certain nombre d'éléments pour se sentir pris en charge, pour se sentir soignés, et des professionnels qui sont soumis à d'autres pressions et d'autres ambitions. Et donc, forcément, on va dans une forme de conflit qui est assez manifeste, et toute la question, et c'est à ça qu'on travaille avec l'équipe que j'ai la chance de diriger, à réconcilier en fait ces points de vue vers une définition commune des soins entre les patients, les proches et les professionnels. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris? Quelle est la méthode qu'on applique? Alors d'abord un chiffre, ce chiffre de 95% des entreprises qui pensent se focaliser sur les besoins des clients, et seuls 8% des clients sont d'accord. Alors me direz-vous, à l'hôpital, on n'a pas affaire à des clients, on a affaire à des patients, c'est bien différent. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bien différent? Est-ce que justement, il n'y a pas une sorte de point commun, voire un consumérisme qui est aussi en train de s'installer chez le patient, et pour de bonnes raisons aussi, parce que vous voyez ici les chiffres, les proportions du revenu qui sont aujourd'hui consacrés en fin de mois à l'assurance maladie. Donc à Genève, on s'en tire quand même plutôt bien avec 14% du revenu, mais à Neuchâtel, on culmine à 19%. Et puis si on était à 8% en 96 quand la loi sur l'assurance maladie a commencé d'être appliquée, eh bien on est aujourd'hui dans certains ménages à 27%. Donc ça, on le retrouve dans l'hôpital, évidemment, et ça opère une pression à la fois sur les patients, mais aussi sur les professionnels. Et dans la nature des doléances qu'on observe et qu'on analyse, eh bien, on retrouve beaucoup une mise en relation entre ce qu'on reçoit et le prix qu'on paye à la fin du mois. Et ça, c'est une relation qui est souvent explicite et qui conduit à des conflits extrêmement tendus avec les professionnels qui n'y peuvent pas grand-chose, à vrai dire. Donc voilà l'outil, voilà notre laboratoire de production de données. C'est un espace de médiation qu'on a ouvert en 2012, dans lequel travaillent aujourd'hui 4 médiateurs et médiatrices, dans lequel on a récolté à ce jour 6000 témoignages et auxquels s'ajoutent chaque année entre 5 et 600 nouveaux récits, nouvelles épopées hospitalières. Alors, j'ai toujours promis à mes chefs DG du CHUV de mettre ce chiffre en rapport avec le nombre d'hospitalisations. Vous voyez ici 54 000 hospitalisations annuelles et le nombre de consultations quotidiennes. Donc, effectivement, on peut se dire que 5 à 600 plaintes ou plaignants, disons, eh bien, c'est pas beaucoup.
pas beaucoup, effectivement, en regard du nombre de personnes qui sont accueillies et soignées, mais c'est beaucoup en termes de contenu informatif, et vous allez le voir sur la manière dont on peut apprendre de ces quelques 5 à 600 témoignages. Donc, en fait, ce lieu, quand on l'ouvre en 2012, on lui confie d'abord les missions basiques de la médiation, c'est-à-dire que l'écoute des patients, des proches et des professionnels, il y en a quelques-uns, très très peu. La restauration du lien de confiance avec l'hôpital et puis la médiation en dernier recours quand le conflit est vraiment dépassé, eh bien, le doléant peut revoir la personne dont il estime qu'elle est à la source de ses contrariétés. Mais très vite, l'équipe qui travaille dans cet endroit me dit « mais écoute, on ne peut pas garder pour nous ce qu'on entend dans cet endroit, on doit en faire quelque chose ». Et très vite, on se dit que ces doléances, eh bien, ce sont des indices pour comprendre l'institution, celles et ceux qui la vivent, donc les patients et les proches, mais aussi celles et ceux qui la font, c'est-à-dire les professionnels. Et cette question d'indices, elle va beaucoup nous inspirer, notamment grâce aussi à l'enrichissement de théoriciens comme Carlo Ginzburg, qui s'est beaucoup intéressé aux indices dans l'histoire et qui est convaincu que l'homme et la société se comprennent via l'observation d'indices. Ça devient un modèle de recherche. Il pense, comme d'autres avant lui, que Dieu est dans les détails. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va repérer, en fait, qu'à la fin du 19e siècle, il y a dans les différents domaines des sciences humaines différents experts qui vont se focaliser sur cet indice, sur cette notion d'indice. Le premier, tout à gauche, c'est Giovanni Morelli, comme son nom l'indique pas, c'est un Suisse allemand. Et en fait, il s'appelle Schwarz à la base. Il a préféré se renommer Giovanni Morelli. Et c'est un critique d'art, mais il est aussi médecin. Et il se focalise sur les détails. Il fait sa thèse sur l'aine, ce qui est quand même... ça m'a intriguée. Mais enfin, voilà, il s'est pris de passion pour l'aine. Mais aussi, surtout, il repère que dans la peinture, quelques détails échappent aux grandes écoles qui forment les peintres, comme les ongles, les orteils et les oreilles. Et donc, grâce à cette focalisation, cette obsession qu'il a du détail, eh bien, il va réussir à redonner, en fait, à retrouver les auteurs de certaines œuvres, comme la Vénus endormie, qui est un tableau qui a été longtemps attribué au Titien. Il va réussir à prouver que c'était un certain Castelfranco qui l'avait peint. Toujours est-il que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'au milieu, vous avez Freud, et Freud va s'intéresser aux travaux de Giovanni Morelli. Il va lire, en fait, ses travaux. Il va aller dans la même galerie, là où il se trouve la Vénus endormie. Et à la réflexion, il se dit, mais dans le fond, quand moi, je réfléchis au subconscient de mes patients, je ne fais pas autre chose que de réfléchir à une série de traces qui échappent un peu au discours du patient et qui constituent peut-être son subconscient. Donc on voit que déjà de l'histoire de l'art, on passe à l'histoire de la psychanalyse. Puis tout à droite, vous avez Conan Doyle, et là on décrit plus son obsession pour l'indice, puisque son personnage principal, Sherlock Holmes, constamment, dans ses œuvres, discute avec Watson, qui se trouve être un médecin, et sur la base d'une collection d'indices, ils vont arriver à repérer, je parle aux fanats de polar dans la salle, mais ils vont arriver à repérer une forme de vérité. Donc pour nous, c'est extrêmement important ce cadre autour des indices, parce que dans le fond, on ne fait pas grand-chose d'autre. Quand on écoute les récits d'expérience, on tente de repérer des signaux locaux qui peuvent être transférés à un autre niveau de l'institution pour développer des stratégies globales. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, mais des stratégies qui sont valables et parfois sur la base de 2-3 doléances, l'hôpital va s'approprier ces récits et développer des politiques qui vont modifier les prises en charge pour être en phase avec les récits et les attentes et les besoins que les patients auront repérés. Alors moi, j'ai coutume de penser, depuis que je travaille dans un hôpital, que j'ai promis de ne pas nommer, que ça s'apparente au Vatican. Toute la question dans un endroit evidence-based, c'est de faire en sorte de parler le même langage, le même sabir, j'ai envie de dire, et aussi de s'habiller comme les curés, faire en sorte que, même si on s'intéresse comme nous d'abord à la perception,
on est capable de la quantifier. Et ça a été un virage important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens viennent nous raconter des expériences, on ne fait pas d'investigation, on va pas essayer de savoir si ce qu'ils nous racontent est vrai. On part du principe que s'ils font l'effort de venir nous parler, c'est que cette situation est suffisamment grave pour qu'ils viennent la partager. Alors, comment est-ce qu'on a donné de l'attrait quantitatif à notre qualitatif? Vous voyez ici la page de garde de notre outil. À gauche, vous avez une case qui est consacrée à l'historique. Ça veut dire que chaque fois que la personne va venir nous raconter quelque chose, on va décrire ses étapes. Et puis, à droite, vous avez des citations. C'est-à-dire qu'on va, en fait, toujours avancer avec du quantitatif et du qualitatif. Et puis, ce quantitatif, on a eu la chance de pouvoir construire sur les épaules de nos deux géants, toujours c'est Rieder et Gillespie, qui ont fait une méta-analyse de 59 études sur la doléance en milieu hospitalier. Et ça a été absolument déterminant pour nous parce que cette étude, donc, elle a permis d'établir un système de classification de la doléance en milieu hospitalier. Vous voyez que au gré de la lecture de ces 59 études, ils ont répertorié 88 000 sujets d'insatisfaction intra-hospitalier. Je vous propose, vous n'avez pas besoin de lire évidemment ce qu'il y a sur ce tableau, mais c'était juste pour vous montrer comment ils ont travaillé. Ça, c'est pour chaque article. Ils ont listé toutes les plaintes qui étaient mentionnées dans les papiers pour arriver, avec ces 59 études, à 3 métacatégories qui sont sur la gauche, la clinique, l'organisation et les relations. Voilà les grandes familles de plaintes. Et puis, vous avez ensuite les catégories. Donc, vous voyez, par exemple, la clinique se subdivise en problèmes liés à la qualité et à la sécurité. Et dans la qualité, il y a encore des sous-catégories, comme par exemple, ici, le traitement qui peut être insatisfaisant ou sans rapport avec la maladie. Bref, tout ça pour vous dire que tout ça fonctionne en arborescence. Donc, derrière la front page de notre outil que je vous ai montré, il y a tout ce système de classification qu'il faut imaginer comme une grande bibliothèque dans laquelle on va ranger chacun des sujets de doléances. Ce qu'on a fait aussi, c'est que comme il s'agissait d'études internationales, on a cherché à suiciser en fait cette taxonomie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, comme tout à l'heure, comme je vous évoquais la question des coûts de la santé qui pèsent, qui influencent le type de doléances qu'on collecte, on voulait être sûr qu'on ne passait pas à côté de certaines plaintes importantes, ou par exemple dans notre hôpital, on a un parking où si vous venez vous faire soigner ou prendre en charge pour une chimiothérapie, par exemple, vous allez payer extrêmement cher. Et ça, ce sont des problèmes qu'on doit connaître. Et donc, ces doléances, on les a repérées dans cette étude où on a étudié les 250 premières situations qui venaient chez nous. Vous voyez ici les résultats qu'on peut avoir. Et par exemple, là, c'est tout en haut, vous avez le relationnel. Et je vous mets en rouge le fait qu'en 2018, on voit qu'il y avait 7% des doléances qui portaient sur un manque d'égard, d'empathie, de respect, de dignité. On voit qu'en 2022, on était passé à 14%. Ça, ce sont des informations quantitatives qui nous intéressent évidemment, parce qu'ensuite, on va retourner dans le qualitatif pour comprendre ce que cachent ces 14% et comment est-ce qu'on peut éventuellement réorganiser la prise en charge pour que ce chiffre diminue. Vous voyez qu'en bas, la sécurité, la complication et les incidents, on était à 4% en 2018, on était à 5% en 2022. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas développer des projets d'amélioration sur cette base, mais c'est un indicateur aussi, une sorte de baromètre de l'insatisfaction à l'hôpital. Vous voyez qu'en bas, il y a le total des doléances pour 2018, c'était 1028. Et en fait, il y avait 585 personnes qui sont venues. Et pourquoi il y a un différentiel ? C'est qu'évidemment, les gens, quand ils viennent nous voir, ils racontent rarement un seul problème. Il y a toute une série de difficultés qu'ils ont rencontrées. Et c'est pour ça que c'est extrêmement riche, parce qu'aussi, ce qu'on appelle une situation, ça peut être 1 heure d'entretien à plusieurs mois de suivi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va les suivre et écouter leurs plaintes aussi longtemps qu'ils n'ont pas retrouvé confiance dans l'institution. Et même si toutes les données sont anonymisées, le service des soins intensifs m'a autorisé à partager le fait que, par exemple, il y a eu une situation d'une jeune femme qui est entrée par les urgences, qui n'avait pas signé de directive anticipée, qui a été sauvée et qui a passé presque 1000 jours aux soins intensifs. Donc vous imaginez que pendant ces 1000 jours, il s'est passé toute une série de difficultés dans les deux sens, entre elle, sa famille qui s'est un peu installée aux soins intensifs, elle avait 2 enfants, un mari, et puis les professionnels. Et donc ça, c'est aussi des vignettes cliniques qui sont extrêmement instructives parce qu'on comprend aussi ce qui se passe dans ces longs séjours hospitaliers.
Je vous donne encore quelques exemples du type de données qu'on collecte, juste pour vous montrer l'intérêt que ça représente, ces témoignages, pour une institution comme la nôtre. Donc, dans le domaine de la sécurité, ça peut être des opérations programmées, mais finalement pas effectuées, un diagnostic fatal manqué, comme le sepsis ou le cancer du foie, un patient qui reçoit des résultats qui ne le concernent pas, des erreurs de médication à la sortie. Et dans le domaine de la qualité, ça peut être un suivi administratif, par exemple une consultation annulée mais facturée quand même, des résultats d'examens médicaux transmis tardivement, une transition tardive vers les soins palliatifs ou de l'acharnement thérapeutique, ou des discriminations en fonction de l'âge, du genre, du handicap ou du poids. Donc on voit que c'est des données importantes, c'est des dysfonctionnements importants dont l'hôpital a besoin de pouvoir s'inspirer pour modifier ces éléments. Et là, je ne vous parle que de la sécurité et de la qualité, mais comme vous avez vu sur le tableau tout à l'heure, il y a toute une série d'autres secteurs sur lesquels on peut agir grâce à ça. Voilà, une des surprises qu'on a eues avec le temps, c'est que cet endroit qu'on avait ouvert pour les patients qui souffraient de l'hôpital, eh bien, on a de plus en plus de professionnels qui souffrent des patients, qui viennent le solliciter. Et vous voyez que tout en bas, en 2012, on avait 6% de professionnels qui venaient nous voir, et on est à 17% en 2022. Et ça, c'est extrêmement instructif aussi, et je vais vous expliquer un peu de quoi les professionnels se plaignent. Mais vous dire aussi que justement, ça a pris une telle importance maintenant, c'est qu'on est en train de développer un projet de recherche pour une taxonomie spécifique sur la plainte des professionnels en milieu hospitalier, parce que c'est nouveau et c'est aussi malheureusement d'une criante actualité. Quand les professionnels viennent dans cet endroit, dans 45% des cas, donc dans la majorité des cas, c'est pour demander de l'aide pour qu'on les aide à gérer des conflits. Dans 43%, c'est simplement un conseil. Pardon. On est un petit peu là. Et dans 8% des cas, c'est dans des situations de conflit avec d'autres professionnels. On a un autre lieu qui collecte ces expériences-là. Mais vous voyez que ce 45%, juste envie d'attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit de conflits qui sont souvent dépassés. C'est-à-dire que les professionnels qui viennent se plaindre, il y a encore un grand tabou, un sentiment de manquer de professionnalisme quand on vient dire quelque chose qui se passe mal avec son patient. Donc il faut s'imaginer que ce sont 45% qui représentent des situations douloureuses. Cette violence des patients à l'égard des professionnels, on la voit se généraliser. Au HUG, en 2023, 1000 professionnels agressés, dont 300 gravement. En France, 37% disent être agressés quotidiennement, et on monte à 84% chez les aides-soignantes. Au CHUV, on a vu que les situations de violence annoncées par les professionnels ont doublé. Donc ça veut dire annoncées par les professionnels. Il faut passer par-dessus le tabou de le dire. Mais néanmoins, on voit que ça a doublé. Et puis aux urgences, on a quadruplé le chiffre. Alors on peut se dire c'est peu, 11 à 41 cas. Mais il faut imaginer que ce sont des violences physiques extrêmement difficiles, évidemment, à soigner. Le type de violence aussi, ici, ça peut être un harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est difficile à lire, mais je vous raconte juste que c'est une proche qui a donc décidé de mettre à disposition sur les réseaux sociaux le nom du médecin, l'entier du détail du plan thérapeutique. Et puis, elle finit en gras en disant « C'est pour cette raison que je vous déconseille fortement d'être patient du docteur, car il minimise et il néglige l'état de santé du patient. » Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a essayé d'appeler Google pour faire retirer un truc comme ça en ligne. On a mis énormément de temps et puis, d'une certaine manière, le mal était fait. Donc, on a aussi ce genre de souffrance qui arrive dans l'endroit où on collecte les expériences. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas tombé de l'arbre comme ça. Le fait que la doléance devienne une source d'information pour nous, c'est vraiment un processus évolutif. Ça fait 12 ans qu'on collecte ces informations. Mais heureusement, on a la littérature avec nous aussi pour nous montrer que d'autres chercheurs ont établi que c'est un indicateur de qualité des soins, c'est un outil de prévention, c'est un système d'alerte précoce. Et ça, si ça vous intéresse, je vous recommande cette étude parce qu'elle montre que les plaintes pourraient même précéder plutôt que suivre les incidents de sécurité. Donc, c'est extrêmement intéressant de s'y pencher. Pour autant, aujourd'hui, un patient qui se plaint, ça reste un patient difficile.
Il est très souvent, enfin, quand on demande même aux étudiants de 3e année, je leur dis qu'est-ce qu'on dit du patient qui se plaint, il est psy. En général, c'est ça. Il a un problème psy. Et en fait, on a fait cette étude qui était assez jolie sur les médecins qui ont été sujets d'une plainte de patients pour voir comment ils avaient vécu cette plainte. Et je vous donne juste quelques morceaux choisis. Je ne les ai pas triés parce que ce sont les pires, mais juste parce que voilà, c'est ce qui sortait dans les entretiens. Mais les médecins qu'on a interviewés parlait des patients sous différents aspects, mais par exemple, les traits de personnalité et caractéristiques individuelles, il est africain, il est doté d'une émotivité marocaine, le mari est assez émotif, il vient du Maroc, il est de sa culture, ou il souffre des troubles du comportement d'ordre psychiatrique, le fils était quand même un peu bizarre, ben voilà, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas juger, moi aussi, je suis peut-être bizarre. Et puis, autre trait distinctif pour caractériser le doléant, son attitude, il est soit méfiant, constamment dans la négociation, constamment dans la revendication, faisant peur aux infirmières, menteur, autocentré, anti-médecin, hermétique aux excuses. Donc, on voit que voilà, ça dit aussi quelque chose en creux, évidemment. Ce qu'on a aussi repéré dans cette étude, c'est que d'abord, c'est très difficile de vivre une plainte d'un patient quand on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui. Mais on a aussi observé que ces médecins qui sont les sujets de plainte deviennent à leur tour des plaignants, ils se plaignent de l'institution dans laquelle ils travaillent. Donc voilà, on voit bien que tout ça, c'est la même pelote. Quelque chose qui contribue aussi à aggraver la réputation du patient qui se plaint, c'est cette contre-intuition, c'est qu'on est convaincu quand un patient se plaint que ce qu'il voudrait, c'est une réparation financière. Or, vous voyez ici dans cette étude que c'est vrai dans 7% des cas, mais dans 65% des cas, le patient qui se plaint aimerait une explication. Et ça, on le voit beaucoup chez nous. Changer de paradigme, il a aussi fallu le faire du côté des professionnels. Ça reste difficile d'être le sujet d'une plainte ou de se plaindre de son patient. Il est souvent, ce professionnel, soupçonné. Il y a énormément de papiers. Moi, j'étais frappée encore dans la littérature récente qui montre qu'il est vu comme un caractériel, comme quelqu'un qui est inapte relationnellement. Et donc, la tentation, c'est évidemment, quand on le peut, chaque fois qu'on le peut, de la glisser sous le tapis. Et vous voyez que, enfin voilà, j'aime bien ce petit cartoon qui dit, il va falloir un plus grand tapis parce que sinon on va couler. Mais on voit que ça reste un grand tabou. Et il y a un historique de ce tabou. Quand on lit en 1847, le premier code d'éthique de l'American Medical Association qui recommandait aux médecins d'éviter tout ce qui a tendance à décourager le patient et à déprimer son esprit. Je trouve assez joli, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas lui dire s'il y a eu un problème. Évidemment, ça a changé. En 2020, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a garanti aux patients d'accéder à la totalité de son dossier médical électronique. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, et ça c'est une étude qui date de 2021, donc qui n'est pas très vieille, quand les médecins commettent une erreur, 95% savent qu'ils doivent en parler avec leurs patients, mais dans les faits, 41% partagent des erreurs mineures et 5% partagent des erreurs majeures. C'est pas beaucoup, Voilà, donc on voit qu'il y a un environnement autour de la plainte qui reste compliqué. Nous, on a fait beaucoup de com à l'intérieur de l'hôpital pour expliquer qu'on s'intéressait à la plainte, non pas pour blâmer celui qui en était le sujet, mais pour en tirer un apprentissage. Mais ce qui va changer aussi les choses, c'est si on arrête de parler de plainte et qu'on parle d'abord de témoignages d'une réalité vécue, que aussi les hiérarchies sont plus soutenantes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est le papier d'en bas de ce Bismarck, qui dit que les professionnels qui sont les sujets d'une plainte et qui en parlent à leur hiérarchie, ils sont soutenus dans 30% des cas, ça veut dire que dans 70% des cas, ils se font d'abord remettre en question. Et la question aussi, c'est est-ce que la formation est adéquate ? Est-ce qu'on enseigne aux futurs médecins qu'une plainte, c'est aussi un sujet d'information et d'enrichissement pour une institution, mais pas forcément à analyser comme un sujet de culpabilité pour le professionnel. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment, à mon avis, important de faire évoluer le vocabulaire et de parler d'expérience plutôt que de plainte. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est de l'analyser de façon systémique. Jusqu'à très récemment, quand il y avait une plainte sur un professionnel, on convoquait le professionnel pour lui demander ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un nombre extrêmement important de professionnels qui s'occupent du même patient pendant une prise en charge, donc ça n'a pas du tout de sens de l'analyser autrement que de façon systémique.
Voilà, je vais vous parler maintenant de la façon dont on transfère, comment on transforme l'écoute en projet d'amélioration. On agit en fait à deux niveaux, le niveau institutionnel, parce que cet outil que je vous ai montré, on peut sortir des statistiques au niveau de tout le CHUV ou au niveau de services ou d'unités. On peut même sortir des statistiques au niveau des individus, si les individus le souhaitent, c'est vraiment à demande. Mais on restitue en fait ces données 5 fois par an à la direction médicale et des soins, qui a à ce jour... donc 17 projets en cours ou développés sur la base de témoignages. Et vous voyez ici, sur la base de 3 témoignages qui racontent la difficulté d'accéder à des informations quand on a un proche qui est décédé, en particulier quand on vient de l'étranger. Et ça, c'est un grand sujet de souffrance et de conflit, c'est que les proches ne peuvent pas accéder à ce qu'il y a dans le dossier. Donc là, il y a eu tout un travail qui a été fait grâce à la direction médicale et des soins pour changer la procédure, pour informer les patients et surtout les proches de la façon de pouvoir accéder à ces infos. Il y a tout un travail aussi qui a été fait sur la base de ces 21 témoignages sur la discontinuité des soins lors de séjours de longue durée en particulier, où le patient va être pris en charge par différents services. Et ça va être évidemment comme... Simon, on l'a vu, la discontinuité des soins peut être très problématique à vivre. Et puis, patient transgenre, j'ai juste m'arrêter 2 secondes sur ce témoignage parce que c'était extrêmement instructif pour nous. C'est arrivé il y a déjà 2-3 ans. C'est une personne qui était en transition, qui était donc un monsieur qui devenait une dame, et puis qu'on continuait dans les étages à appeler monsieur. Alors ça a l'air de rien, mais lui, il le vivait mal. Et il disait, en fait, je suis d'autant plus inconfortable que je sais qu'on m'a offert un grand soin, des traitements complexes, mais ça me coûte. Et puis, en fait, à partir de ce témoignage qui était extrêmement instructif, c'est que ça permet aussi de réfléchir à toute une série de problématiques qui vont toucher cette patientèle qui était amenée évidemment à augmenter chez nous, et donc de réfléchir à quelles sont les chambres dans lesquelles ces patients peuvent être logés, comment est-ce qu'on va les prendre en charge de façon interdisciplinaire. Donc on voit qu'à partir d'une expérience, on peut tirer un grand apprentissage, et ça a fait office d'anticipation pour un hôpital comme le nôtre et à qui ça permet de se préparer. Dans les services cliniques, je vous donne, on restitue chaque année dans les services les données qui leur sont pas propres, donc on ne monte jamais à la DG en disant voilà ce qu'il y a dans ce service, de la même manière qu'on ne monte jamais, quand un professionnel est le sujet d'une plainte, on ne monte jamais chez ses chefs pour dire qu'il a été le sujet d'une plainte, donc c'est horizontal tout le temps. Mais donc au niveau des services, on restitue dans les services qu'ils le souhaitent, donc c'est du proactif, ou alors on fait du proactif, puis on leur propose. Et là, il y a 13 projets. Je vous parle juste de celui-là parce qu'il est assez joli aussi. C'est une personne qui nous a contactés en disant écoutez, je sors d'une opération du cerveau. Je viens d'arriver à la maison, puis on m'appelle pour me dire qu'il faut que je revienne pour me faire opérer du cerveau. Ça, c'est aussi autorisation du service qui a fait un boulot incroyable parce que là, on a des boucles de restitution très rapides. Et sur la base de ce témoignage, ils ont réussi à identifier où s'était produit le bug. C'est quelqu'un dont l'opération avait été annulée, reprogrammée, etc. Et il y avait eu un bug autour de ça. Et donc, ça a été très utile, évidemment, pour bien d'autres patients. Donc, ces doléances, vous dire aussi qu'elles inspirent beaucoup nos enseignements. On a développé depuis 2019, donc depuis qu'il y a eu la création de ce poste de prof, 200 heures d'enseignement. On en donne à peu près 160 par année, qui sont toutes ces heures sont inspirées par les doléances. Et puis, on a 5 lignes de recherche. On s'intéresse aussi à la gratitude, aux remerciements, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses des remerciements. On s'intéresse aux médecins, je vous l'ai dit, qui deviennent des patients et à leurs idées pour réformer le système une fois qu'ils sont devenus des patients, pour citer que ces 2 lignes. Donc, vous voyez ici cette boucle d'amélioration. Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez en haut les proches et les patients et les professionnels qui viennent nous amener des doléances. On anonymise tout à droite, donc à l'espace de médiation. On restitue à la direction générale, direction des soins, direction médicale, dans les services. Et puis, on transforme ces témoignages en projets d'amélioration ou en recherche et en enseignement. Et on espère qu'en retour, ça bénéficie aux proches, aux patients et aux professionnels. Et je vous donne juste à entendre de nouveau Pierre-Antoine, à qui on a demandé comment ça avait changé sa façon de pratiquer la médecine. Je pense que dans l'exercice de ma médecine, j'ai vécu toute une période, et encore une fois pour des raisons qui me sont infiniment personnelles, où j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile d'être défensif
vis-à-vis du patient. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à vivre. À titre personnel, par contre, c'est beaucoup moins... ça dénature le métier, ça l'appauvrit. C'était extrêmement déstabilisant parce que ça faisait... je pense que c'est une des premières fois de ma vie que je vivais ce type d'expérience-là. Enfin, la première fois probablement. Par contre, j'ai vécu l'autre position des dizaines de fois, quoi. Et alors, évidemment, là, par contre, on commence à réfléchir puis de se dire, OK, toi, t'as fait quoi, là, pendant toutes ces années ? Et puis les gens qui étaient à ta place, tu les as traités comment ? Et puis... Donc voilà, donc après, ça a plus mené à une forme de réflexion un peu introspective. Mais en fait, alors, c'est un peu... J'ai une activité maintenant qui m'éloigne complètement de ce type de prise en charge très aiguë et très courte. Mais en fait, c'est triste, mais je pense que malheureusement... Enfin, j'aurais préféré avoir cet accident il y a 10 ans, puis je pense que ça aurait impacté clairement mon... j'ai l'impression que ça m'a quand même rappelé de nouveau un peu l'essence de l'interaction, en fait, entre le médecin et le malade, quoi. Voilà, l'essence de l'interaction entre le médecin et le malade. Effectivement, c'est un des gains. Moi, je dis souvent aux étudiants, c'est pas parce que je vous montre ça que ça veut dire qu'il faut avoir un accident pour devenir un bon médecin. Disons, c'est pas l'idée, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il partage son témoignage pour dire voilà comment ça a fait évoluer sa perception. Alors, puisqu'on est au chapitre des gains, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'expérience du patient est reconnue comme un moyen d'améliorer la qualité et la sécurité, comme une mesure aussi importante de l'amélioration des résultats en santé. Et puis, elle permet, on sait, cette expérience d'améliorer la sécurité. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a entre 44 et 75 professionnels qui s'occupent du même patient pendant une hospitalisation. 44, c'est en médecine interne. 75, c'est après une opération. Donc, les récits d'expérience, on sait qu'ils renseignent sur l'absence de coordination entre les services, les erreurs de prescription, les diagnostics posés tardivement ou de façon erronée, les déficits d'organisation à la sortie, pour citer que ces éléments. Ça permet aussi de cibler, moi je crois beaucoup à ça, effectivement j'ai travaillé longtemps au niveau de la direction de l'hôpital, mais je trouve assez génial de pouvoir maintenant s'inspirer des vécus pour développer des projets d'amélioration sur la base de ces témoignages. Et ça, c'est la grande chance qu'on a, c'est d'avoir aussi des relais, comme je l'ai décrit tout à l'heure, au niveau de la direction médicale et des soins, pour développer des démarches. Voilà, alors j'en viens à la conclusion et aux perspectives. Ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. On vient vous raconter ce qu'on a vécu, mais faites-en quelque chose. Et quelque part, ces témoignages nous obligent. On doit agir, et c'est pour ça que c'est assez génial maintenant qu'on puisse avoir une mécanique et un centre qui s'occupe finalement de la transformation de ces témoignages. On sait aussi qu'un malade chronique, et c'est évidemment les malades qu'on a les plus fréquemment à l'hôpital, consacre 6000 heures à gérer lui-même sa maladie contre 5 à 10 heures avec un professionnel. Donc ce savoir qu'on a longtemps vu comme profane aujourd'hui, et puis comme un risque de profanation du savoir du scientifique, on voit que c'est un savoir qui est complémentaire et qu'on doit considérer comme tel. J'aime bien ce John Dewey, qui est un philosophe américain du siècle passé, qui dit que l'expérience n'est pas une fin en soi, elle est pourtant plus qu'un moyen, car elle est la condition et de la diversité et du perfectionnement des solutions à venir. Et c'est vrai, et ça on l'observe, on a besoin de standardisation dans les hôpitaux, c'est un impératif catégorique pour assurer la sécurité, mais on a besoin de personnalisation. Si tout ça vous intéresse, je vous recommande l'excellent papier qui est sorti il y a déjà longtemps, mais sous la plume de Atul Gawande, qui parle de sa mère, hein, c'est dans le New Yorker, qui s'est fait refaire la hanche et dont il aurait voulu qu'elle soit prise en charge par la Cheesecake Factory. Et c'est très amusé, très amusant. Et il raconte comment la standardisation a permis aussi quelque chose. Mais ce qui est assez joli, c'est qu'il parle aussi de cette oscillation de tout médecin, de tout professionnel de la santé entre standardisation et personnalisation. Et j'ai pas résisté à vous mettre ce cartoon où il dit, voilà, on en est là, quoi.
quoi. On est en train de collecter les expériences des uns et des autres. Puis des fois, on lit tout à gauche les mémoires de Way Better Than Your Life, quoi. Donc les vies plus jolies, les vies qui sont un peu comme la mienne, puis les vies qui sont nettement pires que la mienne. Puis parfois, ben voilà, on aussi entre ceux qui ont réussi à faire le mix entre personnalisation et standardisation, entre technicité et humanité aussi. Je crois que c'est vraiment un équilibre qui est extrêmement fragile et difficile à tenir. Et vous allez entendre à ce sujet Pierre-Nicolas Caron, c'est la dernière vidéo. Quand j'ai vu le professeur Caron, donc déjà j'ai pu identifier quelqu'un. En fait, quand je l'ai vu lui, déjà c'était pas quelqu'un qui me tournait autour, c'est une personne qui s'est présentée. Donc j'ai pu l'identifier. Alors, je trouvais déjà ça assez rassurant dans un univers où, si je me souviens bien, il a posé la main sur mon bras, ou en tout cas, j'ai eu un contact avec lui et il s'est penché sur moi. Tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous accorde de l'attention, un peu de sympathie, un peu d'empathie, un peu de réassurance. Et j'avais besoin d'un papa, d'une maman qui... Enfin voilà, peut-être que je suis le seul, puis peut-être que je suis... Mais oui, ça fait du bien. C'est une main qui se pose sur vous. C'est un contact visuel. C'est quelqu'un qui vous considère 20 secondes, 25 secondes. Et en fait, on n'en demande pas tellement plus, quoi. Bah, tout prend du temps. Tout ce qu'on va faire comme acte, comme geste, va prendre du temps. Maintenant, il y a plein de fenêtres d'opportunité pour donner du temps à l'autre. Et c'est plutôt comment on arrive à intégrer ça. Alors oui, je suis bien placé dans le service pour savoir combien c'est difficile pour mon équipe de ne pas être en permanence en train de courir parce que voilà, on a des patients qui continuent d'arriver, on ne sait pas où les mettre, on n'a pas assez de place pour les hospitaliser, puis on court en permanence comme ça. Mais il y a des petits moments privilégiés, puis il ne faut pas grand-chose. C'est juste de s'arrêter, d'amener un verre d'eau, de demander à quelqu'un s'il va mieux, s'il a besoin d'un téléphone. Enfin, revenir à des choses toutes simples, des gestes de base. Puis ça prend pas beaucoup de temps. Le paradoxe, c'est pas sur des aspects médicaux. Je dois pas entraîner mon équipe à prendre en charge telle ou telle fracture, tel ou tel traumatisme. Je dois travailler avec mon équipe pour remettre de l'humain. Alors ça paraît trivial, mais en fait c'est probablement beaucoup plus compliqué. Parce que former quelqu'un et lui dire comment il doit prendre en charge telle ou telle fracture, je sais à peu près faire. Comment réhumaniser les gestes de base de ce qu'on fait, c'est compliqué. Donc voilà, je crois que c'est assez clair, il l'a évoqué, mais là, on est dans un moment où la question du sens du métier de professionnel de la santé se pose avec acuité. Vous avez peut-être vu ce chiffre de 34% des futurs médecins qui, après la première année de stage, envisagent de quitter la médecine. On est quand même face aussi à une pénurie, donc on est obligé de se préoccuper de ces problématiques-là. Je pense que là encore, on n'a pas tellement le choix. Une des responsabilités, je pense, et je parle des services de com, mais ce 93% dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense qu'un des devoirs des services de com, c'est de parler des impuissances de la médecine. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut arrêter de mettre face à face des patients qui sont chargés d'attente, qu'on a abreuvés de succès médicaux, sans leur parler des impuissances, parce que ça revient aux professionnels à devoir expliquer qu'on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est aussi un des motifs de conflit. Je pense qu'aussi, entre hôpitaux, on doit arrêter d'être en concurrence sur ces éléments. Il faut partager les problèmes, il faut partager les solutions. La méthode que je vous ai décrite, maintenant, on a la chance de pouvoir la partager avec d'autres hôpitaux. Et puis, moi, je milite pour une sorte de pacte sanitaire où on part du principe que les exigences et l'expertise des patients vont crescendo, qu'il y a une fatigue et une perte de sens du côté des professionnels, et que donc, réorganiser le système à partir de problèmes éprouvés par les uns et les autres dans le contexte d'équipes mixtes avec des patients et des professionnels. C'est aussi une possibilité de repenser ce système qu'on n'arrête pas de critiquer, mais c'est de le reprendre par le bas, quoi, par l'expérience des gens, en essayant de réconcilier les points de vue, en prenant le temps de voir ce qui a posé problème sans culpabilité, et puis d'essayer de définir ce nouveau contrat social dans les soins. Je crois qu'il faut s'inquiéter
que cette fameuse machine à guérir qui a été décrite par Foucault, Ténon avant lui, devienne une machine à fabriquer du conflit. Et je crois que si on est là ce soir, en fait, c'est qu'on a tous le sentiment que si on se dispute au sein des hôpitaux et que si on se dispute entre patients et professionnels qui doivent collaborer pour lutter contre la maladie, alors on doit s'inquiéter de ce qui se passe aussi en dehors de la société. Je pense que l'hôpital est une métaphore et j'ai envie de vous dire que pour moi, travailler dans un hôpital à réconcilier les parties qui sont destinées à lutter contre la maladie, c'est aussi quelque part s'offrir un souffle, un espoir. Je crois que vraiment on doit se demander quelle est la société autour de l'hôpital, si même dans l'hôpital on se dispute aujourd'hui. Et voilà, c'est une vraie question et elle est peut-être encore plus aiguë ces derniers jours. Pensons au Liban, pensons à Gaza, pensons à l'Ukraine, pensons à d'autres endroits où on se dispute à d'autres échelles et commençons petits. Mais je pense que là, il y a matière à le faire, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Béatrice pour cette présentation qui fait beaucoup réfléchir. Je suis sûre que dans la salle, il y a des questions. On peut peut-être rallumer les lumières, comme ça Constanza et Elodie peuvent passer des micros. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce beau parcours que vous avez fait. Vous parlez dans ce service sur le vécu des patients, des doléances. Est-ce que vous y intégrez aussi toute la partie sur le côté positif pour pouvoir la retranscrire aux professionnels de santé? Je pense que c'est un bon encouragement aussi pour continuer à exercer son métier. Alors merci, ouais, effectivement, c'est tout un questionnement, cette question de la symétrie entre le remerciement et la critique. Malheureusement, études faites, il n'y a pas de symétrie. Les gens qui parlent de la critique, en fait, amènent tout autre chose que ceux qui remercient. On a eu tout un projet de thèse qui est en train de se terminer. C'est pour ça que j'ai une idée un peu plus précise. C'est une personne qui a analysé tous les remerciements qui arrivaient en néonat, en gériatrie et aux urgences. Donc, on a fait une espèce de mapping du remerciement. Et ce qu'on voit, c'est que le remerciement, en fait, il cache quelque chose qui est plus de l'ordre de l'attachement. C'est-à-dire qu'on a envie que celui qu'on remercie s'attache à soi. Parce qu'on est otage aussi dans les hôpitaux, non ? Donc on est en train de voir quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Parce que moi, mon hypothèse de départ, c'était quand on étudie les remerciements, on va apprendre plein de trucs qui plaisent aux gens, puis on va reconstruire le système sur cette base. Mais ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de symétrie, mais c'est aussi super intéressant. C'est super intéressant. Mais on n'a pas trouvé la même chose. Mais on continue, on va faire d'autres choses sur les remerciements parce qu'il y en a beaucoup. Et l'autre chose aussi, j'ai envie de dire, parce que vous parlez des professionnels, il y a un risque aussi qu'on a observé dans les institutions, c'est que d'afficher les remerciements, quelque part, on va voir qui a des remerciements. Non, mais je ne veux pas être négative, mais il y a des aspects un peu plus piquants là-dessous. Merci. Je vous remercie pour votre présentation. Je vais me présenter parce que j'ai des questions qui vont nécessiter que vous compreniez d'où je viens pour que vous puissiez bien m'éclairer. Je suis Madame Elodie Mouzigui-Roy, je suis avocate de profession et j'ai initié une association pour la défense des droits des patients en République démocratique du Congo. À Kinshasa, où je suis basée, et je suis à Genève pour une formation sur les droits, la médecine légale et les sciences forensiques. J'ai initié cette association parce que dans mon pays, il n'y a pas une organisation comme celle-là, et il n'y a pas dans tous les hôpitaux un cadre où les patients peuvent s'exprimer. Et les professionnels de santé se comportent vraiment comme des rois et les malades n'ont aucune place
Donc, il n'est pas acteur, il ne joue aucun rôle, il ne peut poser aucune question, parce que c'est aussi encouragé par le fait que le paiement direct des soins de santé crée une vulnérabilité qui fait en sorte que le malade se sent impuissant. Et c'est seulement lorsque il y a des malades ou leurs familles qui sont assez nantis et qui peuvent poser des questions, ou bien socialement occupent des places importantes dans la société, ils peuvent poser des questions. Alors, on est dans un contexte très difficile où, depuis qu'on a commencé, on observe une résistance assez forte des professionnels des soins. Parce que, en bon juriste, en bonne avocate, j'avais abordé les problèmes sous l'angle ou l'aspect juridique, responsabilité, plainte et tout. Et là, je vous remercie parce que là, je comprends que parler de plainte, ça porte une connotation qui peut frustrer ou intimider un peu les professionnels, et qu'on peut parler plus d'expérience ou partage d'expériences, témoignages. Je vous en remercie. Alors, une question qui me revient, c'est de savoir si lorsque vous recevez ces témoignages et que vous réalisez, par exemple, pour ceux qui, prenons un cas précis, où un malade s'est plaint, ou sa famille, des membres de sa famille s'est plaint d'un cas qui a causé des dommages corporels ou même un décès. Est-ce qu'il y a des cas où vous avez orienté ces plaintes, ou bien vous avez orienté ce malade ou sa famille vers la justice, donc le procureur? Ça, c'est la première question. Okay. Est-ce qu'il y a des cas où vous avez contacté l'ordre des médecins? Je ne sais pas si ça existe ici, mais disons l'ordre professionnel, que oui, si c'est un infirmier ou un médecin, pour que au moins sur le plan déontologique, de l'éthique, la profession essaie d'aider ou d'interpeller le médecin ou le malade. Est-ce qu'il y a des cas où vous avez contacté aussi, donc c'est le troisième volet, excusez-moi, le ministère de la Santé? Bon, je ne sais pas ici, c'est quel service au niveau de l'État qui s'occupe des hôpitaux, de la gestion des hôpitaux, pour que, si c'est au niveau de l'hôpital, que ça soit corrigé, ou qu'ils soient interpellés. Si c'est au niveau des malades, disons, des professionnels de santé, l'ordre professionnel soit saisi et qu'interpelle le truc. Et si c'est le patient, que la justice aussi soit saisie lorsqu'il y a eu des dommages corporels ou homicide involontaire. Ouais. Alors, je peux vous répondre. Je m'excuse. Merci beaucoup, pas de problème. En fait, je pense que si ce centre de médiation existe depuis aussi longtemps, c'est qu'on ne fait pas tout ça. C'est-à-dire que on part du principe que ce qui est important, c'est que les gens qui sont en conflit se parlent au niveau des individus. D'accord ? Parce que sinon, ça deviendrait un centre de délation. Donc, on ne sollicite pas d'entité externe. Si, par contre, la personne veut une réparation financière, estime qu'il y a une erreur médicale, eh bien, là, on va l'orienter dans le système pour qu'elle soit moins perdue. Donc, on n'a pas d'ordre des médecins chez nous, mais on peut l'orienter vers la FMH, on peut l'orienter vers l'unité des affaires juridiques chez nous, mais c'est la personne qui va faire la démarche. On va le maître mot, je dirais, on a un code de déontologie, mais un des maîtres mots, c'est la responsabilisation. Parce que si on agit à la place des gens, je pense que c'est le début de la fin, et c'est agressif pour l'autre partie. Donc, ce qu'on cherche à faire d'abord, c'est remettre les gens en contact. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est s'il y a conflit, c'est de lui proposer de revoir la personne, ne serait-ce que pour entendre pourquoi l'autre s'est comporté comme ça. Donc on reconstruit le système vraiment au niveau des individus. Je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question un peu philosophique à poser, parce que par rapport à la notion de conflit, parce que à partir de votre dernier mot, j'ai un peu compris que bon, il y a un côté de on voudrait bien faire un moins du conflit, annuler un peu le conflit, éviter le conflit, se disputer, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop.
Mais je trouve que l'aspect le plus intéressant de votre présentation, c'est que le conflit, c'est une façon de gagner de l'information, une source de connaissances pour pouvoir évoluer. Du coup, ma question est, est-ce qu'il faut garder le conflit, annuler le conflit ou choisir quelle sorte de conflit? Merci beaucoup. Ouais. Alors, la réponse est oui, il faut du conflit. Et je pense que... Merci pour la question parce qu'elle est extrêmement importante, elle me permet de clarifier ça. Moi, on m'a souvent demandé, depuis que ça existe, est-ce que vous avez moins de plaintes? Non, on en a beaucoup plus. Mais c'est très important, en fait. On a conçu cet endroit à bas seuil, c'est-à-dire que les gens peuvent venir par le biais de permanence, ils peuvent écrire, ils peuvent téléphoner. Donc, on veut que ce soit accessible parce que nous, on veut collecter le plus d'informations sur ce qui n'a pas joué. Et donc, le conflit, puis ça, on l'enseigne beaucoup aussi en médecine, c'est effrayant, parce qu'on a une représentation du conflit effrayante, mais il en faut. Et puis, on leur apprend à conflictualiser. Conflictualiser, ça ne veut pas dire qu'on va s'entre-déchirer. Ça veut dire qu'on va juste mettre sur la table ce qui n'a pas marché. Donc, la réponse est clairement oui. Oui, plus de conflits. Une question ici, quelque part. Est-ce que quelqu'un ici avait une question? Oui. Je sais, petite. Bonjour, merci d'ailleurs pour cette séance, ce fut très instructif. La question que j'avais, c'est plutôt sur le partenariat. Donc, vous avez parlé que ce serait important d'accroître au fait le partenariat entre les hôpitaux par rapport à ce parcours des patients. L'hôpital, enfin le CHUV que vous avez expliqué aujourd'hui le traite comme ça. On a les HUG qui traitent également avec le programme Patient Partenaire. Ma question est, à l'heure actuelle, dans quel état est ce partenariat entre les différents hôpitaux, pas forcément le CHUV et les HUG, mais entre tous les différents hôpitaux, et quelles sont les limites au fait de pourquoi ce partenariat ne s'expand pas plus que ça? Est-ce que c'est des limites plutôt régulatoires? Est-ce que c'est des limites plutôt des hôpitaux eux-mêmes qui sont plutôt réfractaires? Moi, je pense que les limites, c'est une question de conception de soi-même. On avait tendance à penser que les hôpitaux universitaires étaient au-dessus des hôpitaux. Et c'est pas pour rien. Moi, je suis attentive au vocabulaire, mais périphérique, c'est affreux. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Et les patients qui ont des difficultés dans les hôpitaux, ils ont tous les mêmes difficultés. Donc maintenant, c'est assez simple de les partager. Et donc, pour rendre à César ce qui est à César, les HUG, tout au début, avant qu'on ouvre cet endroit, moi, je suis allée les voir. Ils m'ont montré comment eux, ils saisissaient les doléances. Après, on a tous des sources d'inspiration différentes. Je vous ai parlé de ces deux chercheurs de la LSI, on est parti un peu sur ces voies, mais c'était aussi une grande source d'inspiration. Et donc, dans les autres hôpitaux, maintenant, on collabore. Alors, certaines personnes reprennent... Voilà, on a des hôpitaux, par exemple, à Bienne, ils ont repris exactement le même monitoring, ils ont repris le même profil de médiateur, parce que c'est des médiateurs qui codent beaucoup de données. Donc voilà, il y a des collaborations naturelles qui se mettent en place, mais je dirais, aujourd'hui, on a dépassé ça. Mais aussi parce que tous les patients potentiels payent leurs primes. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de points communs, donc arrêtons de se voir comme concurrentiels. Je crois que vraiment... Et il y a même des cliniques privées aussi qui reprennent la même chose, quoi. Donc, voilà. Merci. De rien. Juste une petite question, là. Le travail que vous faites là, donc sur Lausanne ou sur Vaud, est-ce que les patients d'autres cantons peuvent aussi s'y adresser? Alors, dans ce centre-là, non, ce sont que des patients qui ont eu affaire au CHUV. Ah, d'accord. Mais il y a des centres de collecte, de médiation, dans tous les hôpitaux universitaires et dans plusieurs hôpitaux alentours non universitaires aussi. Est-ce que vous considérez le service médiation qui a au HUG correspond un peu à ce que vous faites? Alors, oui, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des gens qui ont rencontré des difficultés. Après, peut-être qu'ils ont une autre manière de classer les données, mais ça, je les laisserai vous expliquer. Mais en tout cas, ils pratiquent effectivement de la médiation, ouais, de très longue date, bien avant nous d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Déjà, tout d'abord, je vous félicite pour la présentation. Et c'est vraiment très touchant. Et je voulais savoir, est-ce que dans les conflits, vous pensez vous n'avez pas parlé du dossier électronique du patient, l'information au patient. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait apporter moins de conflits grâce à une bonne information?
À l'information dans le dossier électronique? Oui, comme ça le patient aurait accès à son dossier pour une meilleure compréhension en fait, c'est clair. des soins. Bien sûr, il aurait tout son parcours dans les mains, puis c'est beaucoup plus pratique en fait de le mobiliser devant un professionnel pour dire voilà où j'étais, bien qu'ayant fréquenté des établissements différents. Donc oui, bien sûr. Et est-ce qu'au CHUV, le dossier électronique du patient est très utilisé ou pas beaucoup? Oui, alors il y a le DEP maintenant qui est en train de se mettre en place aussi, mais le dossier informatisé du patient, oui, maintenant on est un hôpital digital, c'est comme ça qu'on dit, mais donc je sais pas il y a des gens qui rigolent, mais on en parlera après. Mais oui, il est très utilisé, oui, c'est l'ambition en tout cas. Oui, tu as beaucoup insisté encore à l'instant sur le vocabulaire. Et j'ai une question de vocabulaire, parce que au fond, quand on est patient dans un hôpital, et je pense qu'on l'a toutes et tous été ici, on a bien compris précisément qu'on était patient, et que tu as mis en avant la différence entre le nombre de temps où on patiente pour avoir des soins, 6 000 contre 5 à 10 heures. Et au fond, est-ce qu'on ne devrait pas, et je vais peut-être scandaliser les médecins s'il y en a, mais est-ce qu'on ne devrait pas changer ce mot de patient précisément? Parce que, en fait, dans tous les aspects de la société qui nous entoure, à tort ou à raison, la satisfaction du client est vachement importante. Et pourquoi on ne deviendrait pas un client, au fond, mais juste philosophiquement, pas que, puisque vous avez bien montré qu'on paye aussi. Parce que, en fait, dans n'importe quel établissement gastronomique, etc., c'est la satisfaction du client qui prime, et pas son savoir. Donc, est-ce que ce serait intéressant, peut-être c'est pas le bon mot, peut-être faut en inventer encore un autre, parce qu'il y a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont conditionnées par ce mot de patient qui doit patienter précisément. Oui, alors je pense que c'est pas pour rien qu'on lui adjoint toutes sortes de termes maintenant. On parle de patient partenaire, de patient expert. À Montréal, ils ont développé tout un modèle où il y a les patients enseignants. Et donc on voit bien que, en fait, ce terme, il fonctionne plus. Mais je pense que client, on caresse encore, en tout cas c'est mon envie, même si j'ai parlé de cette ambivalence, de ne pas parler de client, parce que je pense qu'on dévoie un peu ce que sont les soins. Mais je pense qu'on doit faire évoluer ce vocabulaire, c'est clair. Mais perso, j'ai pas encore le bon terme. Je suis preneuse, par contre. Merci beaucoup Béatrice, c'était vraiment passionnant comme toujours. Il y a une question que je me pose en t'écoutant, peut-être plus en pensant aux hôpitaux dits périphériques. Là, tu as une action, en plus, tu as 160 heures de formation, ça c'est une merveille parce qu'on peut prendre les médecins dès le début ou les soignants en général. Mais ce qu'on entend souvent, c'est quand même le poids de l'administration. Alors, pas seulement en termes de répartition de travail, d'heures de travail dans la journée, mais surtout les décisions sont de plus en plus prises par des directions administratives. Elles ont des implications qui sont phénoménaux sur les soignants et sur la relation soignant-patient. Est-ce que tu as l'impression qu'on pourrait aussi avoir une action pour essayer de sensibiliser l'administration en général pour collaborer à cette amélioration? Alors absolument, là pour l'instant, on a un gros projet de recherche, parce qu'on a tellement de données maintenant qu'on fait de l'analyse, on va essayer de faire l'analyse par intelligence artificielle de ces 6000 témoignages qu'on a. Et puis, dans le groupe de codeurs, j'ai justement pris quelqu'un qui a fait 20 ans dans l'administration. Et c'est assez génial parce qu'on croise les regards. Il y a une patiente dans le groupe, il y a direction médicale, direction des soins, et puis aussi des médiateurs. Et on voit bien que ce problème, il joue plus, en fait. Le poids de l'administration, il participe de l'épuisement, de la perte de sens du métier, etc. Donc, on espère aussi pouvoir faire émerger ces éléments-là grâce au poids de ces 6000 données, de ces 6000 témoignages, parce qu'on pourra étayer ça différemment. Moi, je suis franchement très fière de bosser pour une institution où, sur la base d'un témoignage, on change des choses. Mais si je sais que pour certains sujets, comme l'administration, c'est mieux qu'on en ait 6000 pour dire, alors là, ça va vraiment plus.
Donc voilà, c'est de nouveau une question vaticanesque. Hein. Il faut qu'on parle un petit peu le bon langage. Mais on voit que ça bouge. Et puis même dans les cliniciens, il y a eu 2 études, en tout cas en médecine interne, où je suis sur le poids de l'administration et le temps qui reste à passer au lit du patient. Et tout ça, ça existe. Et maintenant, ça émerge. Donc moi, je crois beaucoup qu'il va y avoir du changement autour de ça aussi. Enfin, de nouveau, ce qu'on raconte là, c'est un élément complémentaire avec beaucoup d'autres choses qui se passent dans l'hôpital, quoi. Mais ça vient étayer d'autres travaux donc, qui se font aussi à côté. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super d'avoir cette vision assez globale en fait de ce qui se passe dans un hôpital aussi grand. Ma question, elle est liée elle est en lien avec la communication dont vous parliez. Monsieur disait peut-être qu'il faut trouver un autre mot au mot patient. Moi, je pense au mot citoyen. Et j'aimerais vous demander si au niveau de la communication, vous travaillez sur ces notions de sensibilisation des difficultés des patients et des difficultés des professionnels, et comment est-ce qu'on peut se préparer avant d'arriver à l'hôpital, d'avoir une idée de ce qui se passe, et aussi inclure cette notion de patient partenaire à l'ambulatoire, à la ville, pour spread, en fait, pour disséminer cette culture, et que ce soit vraiment que l'information, que les gens sachent quelles sont les difficultés des professionnels, que ce soit à l'hôpital ou en ville, et que les professionnels sachent quelles sont les difficultés des patients à l'hôpital et à la ville. Alors oui, on essaye de communiquer le plus possible. Il y a, je pense, encore beaucoup à faire autour de ça. Mais je pense que, pour moi, le premier pas, c'était de dépasser le tabou, de dire, OK, on va parler des choses qui ne vont pas, et on va parler des conflits, on va parler des choses, sans que ce soit un jugement. Et c'est effectivement, pour moi, c'était ça qui était délicat à faire, surtout que je suis pas médecin, je suis pas, donc j'ai vraiment à cœur que ce soit pas vécu comme un jugement. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, puis c'est surtout aussi pour ça qu'on se met à se préoccuper aussi des difficultés des professionnels. Moi, je pense qu'il y a quelque chose autour des professionnels qui se passe qui est complètement injuste. On les a applaudis pendant tout le Covid, et quand on regarde, nous, les doléances qu'on a et la violence dont je vous ai parlé, c'est spectaculaire, non ? Donc 1000 personnes, 1000 professionnels en 2023 au HUG qui se sont fait agresser, dont 300 gravement. Ça, c'est une réalité. Et je pense que c'est aussi important qu'on dépasse aussi ce tabou. C'est que les patients deviennent agressifs. Et on n'a pas envie, on a envie de penser le patient comme un être angélique et en souffrance, mais c'est pas que ça. Donc je pense qu'il faut un peu... On ne peut pas symétriser la relation thérapeutique. Il y en a un qui est vulnérable, l'autre qui ne l'est pas, mais on doit faire attention aussi aux professionnels. On va les perdre. Donc voilà. Donc je pense que la communication, pour moi aujourd'hui, je vous ai parlé de cette taxonomie qu'on est en train de faire sur la plainte des professionnels. Je pense que ça va aider aussi à montrer que ce qui se passe dans l'hôpital, c'est inacceptable. Et ça existe. Mais ça, les professionnels, comme je vous ai dit aussi, quand ils viennent chez nous, ils ont vécu des souffrances importantes en amont. Et je pense qu'il y a aussi dans la formation aussi, à dire aux professionnels, vous avez le droit de raconter ça. Vous avez le droit de raconter que vous vous faites battre par un patient. Ce n'est pas un devoir de le supporter. Mais ça, c'est de nouveau des paradigmes qui sont ancrés. Donc, moi, je pense qu'il faut faire bouger les wagonnets un peu les uns après les autres. Celui-là, pour moi, il compte beaucoup. Donc, moi, j'ai beaucoup envie de mettre l'accent aussi là-dessus maintenant. Hôpital-ville, alors ça, moi je pense que l'hôpital, on a un hospitalocentrisme qui est pathologique, et puis qu'on doit arrêter de le voir au centre du système. C'est qu'un tout petit chaînon et qui ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Souvent, c'est comme je vous ai parlé de cette femme qui a resté vivre 1000 jours aux soins intensifs. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est de la santé ? Donc je pense que la mission de l'hôpital, elle doit être revisitée aussi en faveur des activités en ville. C'est absolument clair. Ouais. Merci Béatrice. J'ai juste une question concernant l'enseignement. Les 160 heures que tu as mentionnées, alors en quoi est-ce qu'elles consistent ? Est-ce que tu les conçois comme un début de solution à la perte de sens que les étudiants en médecine éprouvent aujourd'hui ? Alors, disons, alors vraiment un début, mais ce serait prétentieux d'imaginer autre chose. Mais juste pour donner un exemple, moi, j'adore. Il y a une idée qui est venue des médiateurs qui était de prendre les doléances des patients qui souffrent des disputes au lit du patient entre les lignes.
Hein, le médecin qui dit, je le cite dans le texte, cette conne d'infirmière qui vous a fait ça, ou l'infirmière qui dit, mais chez nous on peut rien décider parce qu'il y a tout est dans les mains du médecin. Ces disputes-là, elles ont donné lieu à un projet où on a fait étudier, il nous a fallu 2 ans de politique pour réunir 6 étudiants en médecine et 6 étudiants en soins, 12 heures pour travailler sur ces doléances, mais le résultat était génial. Puis maintenant, ça entre dans la grille. Donc c'est ce type de cours. On part des doléances pour monter le cours. On a un cours justement sur le vécu du médecin comment est-ce qu'il vit la plainte du patient. Donc c'est comme ça que ça émerge. Alors est-ce que ça permet même un début de réponse au manque de sens? J'espère. De nouveau, on part de ce dont les professionnels partent et on construit ça avec eux et en fonction d'eux, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui. C'est une bonne question. Donc on a dû attaquer la grille classique au marteau-piqueur parce que voilà, c'est très compliqué d'entrer dans la grille classique, mais on a commencé par proposer des cours à option qui n'étaient pas notés. C'est pass and fail, mais maintenant on a un petit peu de cours dans toutes les années à l'UNIL, et puis ces cours sont notés. Mais pas comme la pneumo, pas comme les gestes techniques, c'est clair. Mais tout le monde doit les prendre. En première, tout le monde doit le prendre, ouais. En fait, même jusqu'en 4e, tout le monde doit le prendre, mais j'ose pas vous dire le nombre d'heures, parce que j'aurais l'air de me plaindre, ce que je ne peux pas faire. Mais j'en aimerais beaucoup plus. Oui. J'ai juste encore une petite remarque par rapport au dossier électronique du patient. Je ne sais pas si pour vous situer le contexte, quand vous êtes à l'hôpital, vous avez des médecins qui font des rapports, qui font des examens, etc. Bon, c'est vrai que tous les rapports d'examen, etc., ce qui est envoyé ailleurs, les résultats des examens de sang, etc., c'est mis dans le dossier électronique du patient. Mais il n'y a pas les notes de suite. Les notes de suite, c'est ce que le médecin note un peu jour par jour, etc., qui font partie normalement du dossier du patient et auquel le patient devrait avoir accès. Et puis, c'est un peu comme quand les soignants font des colloques, par exemple. J'ai remarqué, c'était surtout pour déterminer un traitement. Et là, le colloque, ils le font entre eux. Le patient n'est jamais invité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans? Moi, je suis un peu connu comme étant le perturbateur de service à Genève pour ça. Bon, tant pis. Non, mais je vous rassure, vous n'êtes pas si perturbateur. Maintenant, dans les directions hospitalières, il est question aussi de faire siéger des patients, donc on y vient. Et puis, dans le domaine de la recherche, c'est très précurseur. Il n'y a plus un papier maintenant qui sort sans qu'il y ait Enfin, même les grandes revues ont maintenant imposé la nécessité d'avoir des patients aussi qui valident les choix des protocoles, etc. Donc, ça bouge, et dans les directions hospitalières aussi. La question, c'est un vaste débat. C'est la représentativité du patient qu'on choisit. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je crois qu'on va arrêter les questions. Vous allez pouvoir en poser encore quelques-unes à Béatrice à l'apéro. Mais d'abord, on va tous te remercier. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci.